Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, on va parler de la guerre des drones. Alors, ce sera mon analyse personnelle là-dessus, et en particulier, bien sûr, de la guerre des drones en Ukraine, puisque c'est la guerre en Ukraine qui a permis en réalité le vrai avènement des drones quant à la technologie, mais aussi quant à la production en volume. Et oui, car avoir des drones de pointe ne suffit pas, il faut les produire massivement. On l'a vu avec cette guerre-là. Alors, toujours pour la guerre en Ukraine, grâce aux drones, on a appris beaucoup de choses. On a appris que, tout d'abord, les drones étaient devenus la pierre angulaire de toute guerre intensive digne de ce nom, c'est-à-dire entre deux États ayant une armée, on va dire, assez puissante. Alors évidemment, quant à la guerre en Ukraine, on ne parle pas de l'armée ukrainienne en tant que telle, puisque il faut savoir ou se souvenir que l'armée ukrainienne, c'est en réalité 54 pays, dont 32 pays de l'OTAN, avec en plus des pays comme par exemple l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et quelques autres encore qui se sont carrément saignés aux quatre veines militairement parlant, mais aussi quand même beaucoup financièrement parlant pour l'Ukraine. Donc c'est ce qui explique le fait que le complexe militaro-industriel de l'Union européenne et des États-Unis est complètement à plat, parce qu'ils ont tout donné. Ils ne pensaient pas que les Russes allaient être aussi puissants et allaient s'adapter aussi vite. Pas qu'au niveau militaire, mais au niveau des sanctions, parce que bien évidemment, l'Occident comptait surtout sur l'efficacité des sanctions et non pas sur sa puissance militaire, bien évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'on a appris de cette guerre des drones en Ukraine? Bien, tout d'abord, le petit historique, c'est que l'Ukraine, au tout début, avait l'avantage sur la Russie, aussi bien au niveau du nombre de drones que de la technologie des drones. Ensuite, les Russes se sont très vite adaptés. Ils ont fait une économie et une industrie qui permet de fabriquer massivement des drones, mais surtout d'innover constamment. Alors les innovations les plus intéressantes côté russe, ça a été de faire affaire avec l'Iran quant aux Shahed 136. Shahed 136 qui ont été adaptés façon russe et qui ont maintenant leur propre Shahed, qui sont maintenant donc les Geranva, c'est-à-dire les Géranium 2, des drones vraiment russes, bien améliorés par rapport aux Shahed 136. Et en plus, ces Géranium 2 n'ont cessé d'être améliorés, aussi bien au niveau de la quantité d'explosifs à bord, entre guillemets, que de l'électronique, avec là tout dernièrement une IA qui a été implémentée dans les Géranium 2, donc ce qui les rend redoutablement efficaces. Et je vous rappelle que les Géranium 2 peuvent parcourir 2000 km environ. Donc c'est à savoir. Autre chose qui a révolutionné le champ de bataille quant aux drones, c'est l'avènement des Lancet 3 de la famille des Zala. Donc les Lancet 3 ont été régulièrement améliorés et là tout dernièrement la charge explosive a été améliorée, l'IA a été améliorée et surtout concernant les Lancet, la résistance au brouillage électronique a été considérablement améliorée grâce à la multiplication d'antennes indépendantes au sein même du drone. Là, on arrive à 16 antennes comètes au sein du drone. Bon, les connaisseurs comprendront. En tous les cas, la multiplication du nombre d'antennes au sein des drones, des antennes indépendantes, permet d'éviter grandement, voire même entièrement, les brouillages électroniques ennemis. Donc
ce sont des avancées russes extrêmement importantes. Évidemment, là, je vous ai présenté les plus importantes. Enfin, pour terminer, concernant les drones russes, nous avons les drones là qui sont en train d'arriver, pilotés quasiment entièrement par IA. Donc, ils volent en essaim. Ils sont déjà en train d'être utilisés en Ukraine et les Ukrainiens en ont récupéré, ont pu les analyser. Et c'est grâce aux Ukrainiens qu'on a appris que les Russes commençaient à utiliser beaucoup ces drones-là sur le terrain, ce qui veut dire que les Russes innovent extrêmement rapidement et extrêmement rapidement produisent massivement des drones pour les utiliser sur le terrain. Donc ce qui prouve une efficacité militaire, économique et administrative énorme côté russe. Évidemment, on peut dire aussi la même chose côté ukrainien. Les Ukrainiens s'adaptent vite aussi, produisent vite grâce à l'Union européenne principalement, et ça va très vite à produire. Ils innovent aussi, mais de manière beaucoup moins conséquente que les Russes, parce qu'ils ont beaucoup moins de moyens quant à l'innovation, et ils ne peuvent pas produire aussi massivement que les Russes. Donc disais-je, le plus grand progrès russe, c'est ces nouveaux drones en essaim dotés d'intelligence artificielle qui sont en train de prendre le pas. Et les connaisseurs sont très surpris parce qu'on ne pensait pas que les Russes allaient mettre au point ces derniers drones aussi rapidement. On pensait qu'ils étaient qu'à un état embryonnaire, mais ça avance tellement vite qu'en quelques mois, eh bien, ils arrivent à avoir des drones opérationnels sur le terrain. Et je dis bien sur le terrain, en plein combat. Donc tout ça est extrêmement intéressant à suivre. On va voir tout ça, et surtout on va voir tout ça grâce au rapport ukrainien. Et oui, nous allons voir des journaux ukrainiens justement quant à ces derniers drones russes. Ce sont les Ukrainiens qui en parlent le mieux. Vous allez voir, c'est très édifiant. Alors on a parlé des drones dotés d'IA, mais n'oublions pas aussi les drones dotés de fibres optiques. Encore une fois, bien évidemment, que ça soit les drones dotés d'IA ou de fibres optiques côté ukrainien ou côté russe, tous les deux s'y attellent. Et par contre, la grosse différence, c'est qu'encore une fois, c'est les Russes qui sont les leaders, qui mènent le bal quant aux drones dotés d'IA ou même dotés de fibres optiques, que ça soit au niveau technologique ou de la production de masse. Alors là, on a parlé des drones dotés d'IA. Alors maintenant, les drones dotés de fibres optiques, eh bien, évidemment, le point crucial, c'est que les drones dotés de fibres optiques ne cessent de pouvoir manœuvrer de plus en plus loin. Donc là, maintenant, on atteint une distance de 20 km. Avant, la distance maximale était plutôt de 10 km. Mais quant aux drones de fibre optique, évidemment, il y a toujours un revers de médaille, puisque un drone capable d'aller à 20 km avec une fibre optique veut dire une bobine beaucoup plus lourde, et ça veut dire une charge explosive plus faible. Et oui, il y a toujours un revers de médaille quelque part. Hein, c'est comme les drones, hein. Plus le drone peut aller loin, moins la charge explosive est importante, bien évidemment. Donc tout ça est une question de calcul. Alors l'avantage des drones à fibre optique, c'est bien évidemment une qualité d'image bien supérieure par rapport aux ondes, ce qui permet une frappe extrêmement précise. Et avoir une frappe très précise, c'est très important. Ça veut dire détruire un véhicule blindé assez facilement, puisque vous allez frapper exactement au point faible. Pareil pour les tanks. Alors peut-être pas détruire un tank là, avec un drone, mais tout du moins immobiliser le tank grâce à une frappe de très grande précision. Donc ça c'est extrêmement bien pour un drone à câble fibre optique. Et enfin, l'autre avantage de ces drones-là, c'est qu'on ne peut pas les brouiller. Voilà, ils sont invulnérables au brouillage électronique. Donc ça, c'est énorme comme avantage. Alors les désavantages, là je vous l'ai dit en premier lieu, c'est-à-dire qu'ils peuvent parcourir une distance maximale que de 20 km aux dernières nouvelles.
et donc avec une charge explosive moindre. Autre désavantage, c'est qu'il faut faire très attention donc à l'environnement pour pas que le câble s'en mêle les pinceaux et détruise le drone de manière indirecte. On ne peut pas faire de virage très serré non plus avec les drones parce que les hélices du drone pourraient taper la fibre. Donc tout ça est très difficile et ça demande des dronistes très habiles, très expérimentés pour pouvoir les utiliser avec efficience sur un théâtre d'opération. Donc il n'y a pas que des avantages du drone à fibre optique, sans compter son coût. Évidemment, un drone à fibre optique, ça coûte cher. Bien sûr, sans compter, encore une fois, c'est très important, je le répète, ça demande des dronistes vraiment très compétents. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant les drones à fibre optique. Donc les drones changent complètement la donne sur le terrain. Avant, au début de la guerre, c'était surtout l'artillerie qui faisait la majorité des morts ou des blessés. Maintenant, c'est les drones à environ 70%, 75%. C'est-à-dire que entre 70 et 75% des morts et des blessés, peu importe ukrainiens ou russes sur le terrain, c'est les drones. Donc, bref, on l'aura compris, je le répète, drone, nouvelle clé de voûte quant aux guerres modernes. Tout le monde s'y prépare. Il y a tout un tas de sortes de drones qui sortent, que ce soit des drones FPV, c'est-à-dire les drones kamikazes, les drones de reconnaissance ou les énormes drones type Reaper, Bayraktar, Orion 30, etc., etc. Bref, voilà, tout le monde investit maintenant là-dedans parce que c'est le futur, bien entendu. Et celui qui maîtrisera aussi des puces dotées d'IA efficaces et pas trop chères, là aussi ça révolutionnera le terrain car l'appareil c'est bien, les puces électroniques c'est aussi bien, peut-être même mieux parce que évidemment le cerveau de l'appareil c'est quand même la puce. Hein, le microprocesseur doté d'IA, capable de faire énormément de calculs sans trop chauffer, etc., etc., et à un prix évidemment qui ne soit pas exorbitant. Donc toutes les grandes nations s'y attellent bien sûr. Donc comment va être orientée cette vidéo? On va commencer par un aperçu des drones les plus utilisés sur le terrain, selon mon avis personnel. Hein, vous allez voir cela. On va pas aller dans le détail puisque sinon la vidéo serait bien trop grande. Et il y aura la petite conclusion à la fin à ne pas manquer. J'arrête là pour l'introduction. Commençons. Alors concernant les drones les plus utilisés, on va commencer avec les drones russes. Et là, c'est le J-Mavic 3, un drone chinois pas cher qui sert à tout ce qui est surveillance, reconnaissance. Donc même s'il est perdu, ce n'est pas très grave du fait de son coût très peu élevé. Ensuite, on a le Forpost ISR. Donc là, c'est un gros drone de reconnaissance, de surveillance et de renseignement. Donc là, par contre, les Russes ne peuvent pas se permettre de perdre cela en quantité. Ceux-là sont assez rares d'ailleurs et sont très très utilisés, surtout pour la mer Noire. Là, on a le Shahed 129, donc un drone de reconnaissance, mais qui peut aussi envoyer des petits missiles. Donc là, c'est vraiment un très très gros drone, assez coûteux, mais comme c'est un drone iranien, ça reste quand même pas si cher que cela comparé à l'équivalent américain, bien sûr. Celui-là est très très utilisé, d'autant plus qu'il peut rester très longtemps en l'air à faire de la surveillance. Là, on a le fameux Shahed 136 qui est maintenant fabriqué en Russie sous licence et donc il s'appelle maintenant le Geranva. Le Geranva, c'est-à-dire le Géranium 2, hein, on ne peut plus parler de Shahed 136 pour la Russie maintenant. Donc ce Géranium 2 a subi plusieurs mises à jour. Et là, le dernier Géranium 2, maintenant peut atteindre 90 kg d'explosifs
au lieu des 50 kg dans la précédente version. C'est le drone le plus utilisé pour faire de la destruction. Donc là, on a le Orion de Kronstadt, donc très utilisé par les Russes parce que c'est un avion de longue endurance. Il permet de faire une reconnaissance de loin et il peut même être modifié pour tirer des petits missiles, mais dans ces cas-là, il ne peut en embarquer que deux. Il est rarement utilisé pour ça, il est utilisé pour la reconnaissance, exactement comme tous les Orions d'ailleurs. Là, on a le fameux Lancet. Alors, il y a eu le Lancet 1, 2 et 3. Donc là, Lancet Zala, c'est le nom de la famille. Là, maintenant, on est au Lancet 3. Il a été grandement modifié depuis la première génération de Lancet. La toute dernière version maintenant peut atteindre un niveau d'explosif de 12 kg, ce qui est absolument énorme comparé aux premières versions qui avaient un poids de 3 kg d'explosif. Là maintenant on en a 12 kg maximum et la toute dernière mise à jour est dotée d'IA. Donc ça pourrait faire un grand changement sur le terrain puisque le Lancet est considéré par les Ukrainiens comme le drone kamikaze le plus dangereux. Alors là, vous voyez le Orlan 10, mais il y a aussi le Orlan 30. Donc ce sont des drones de reconnaissance russes qui ont été énormément utilisés pendant plus de 2 ans en Ukraine. Là, infiniment moins maintenant parce qu'ils sont un peu trop vulnérables au brouillage électronique. Alors les Orlan 10 et Orlan 30, il y a eu beaucoup de versions de Orlan, hein, mais en tous les cas, au minimum, il peut atteindre 110 km de portée jusqu'à un maximum de 600 km et les meilleures versions peuvent rester 16 heures dans les airs. Donc c'est des drones d'environ 100 000 $. Ça peut coûter plus cher ou un peu moins cher. Beaucoup utilisés par les Russes, tout du moins c'était le cas avant. Maintenant ils sont remplacés par les Lancet 3, c'est-à-dire de la famille des Zala et les Supercam. Alors on va regarder les Supercam, très exactement le Supercam S350 qui est beaucoup utilisé. Nous allons voir ça. Voici le Supercam S350, très utilisé par les Russes. Il a été grandement amélioré, donc il serait doté d'IA assez puissante. Et bien entendu, il fait de la reconnaissance. Il aide aussi à ajuster les tirs d'artillerie. Donc c'est un drone très utilisé et en plus très précieux pour les Russes. Ensuite, on a côté ukrainien maintenant. On va passer au côté ukrainien. On a les Switchblade, donc les fameux drones kamikazes américains qui coûtent extrêmement cher. Donc à l'époque, ça coûtait entre 60 000 et 100 000 $, suivant que ça soit le Switchblade 300 ou le Switchblade 600. Bon, le Switchblade 600 ayant un niveau d'explosif très intéressant, lui, il fait vraiment peur, contrairement au Switchblade 300. Cela dit, les Ukrainiens ont arrêté très tôt dans la guerre d'utiliser les Switchblades parce qu'il était beaucoup trop vulnérable et il avait un rayon d'action beaucoup trop court. Alors on a l'Antonov Orlitsa, alors toujours par l'Ukraine bien sûr. Donc ça c'est un drone pouvant faire de la reconnaissance mais aussi pouvant lancer des tout petits missiles. Et il est plutôt utilisé pour lancer les missiles parce que au niveau de la reconnaissance, il a un rayon d'action qui est trop faible. Donc là on a le fameux Bayraktar TB2, donc c'est un drone turc. Il a été beaucoup utilisé au début de la guerre par les Ukrainiens. Ensuite, il a été très peu utilisé, voire plus du tout utilisé. Pourquoi? Parce que c'est un drone qui coûte extrêmement cher, suivant les versions entre 2 millions à 5 millions de $ pièce. Et pourquoi les Ukrainiens ont arrêté, pas complètement arrêté, mais presque arrêté de l'utiliser?
c'est parce qu'il était trop facilement détruit par les Russes. Donc il y a un grand nombre de Bayraktar qui ont été détruits par les Russes. Le Bayraktar, c'est l'équivalent du Reaper côté américain, sauf que le Bayraktar est plus petit et moins sophistiqué que le Reaper américain. En tous les cas, là, c'est les Russes qui ont de très bons systèmes antiaériens, mais sinon, pour d'autres nations moins bien pourvues en système antiaérien, cela reste quand même un très bon drone. Là, on a le SpaceX Sparrow. Donc ça, c'est un drone qui permet de faire de la reconnaissance à longue durée. Donc ça, c'est très intéressant pour les Ukrainiens. D'autant plus que cerise sur le gâteau, il ne coûte pas très cher parce qu'il est fabriqué par les Ukrainiens avec des matériaux pas chers. Ensuite, on a le Teledyne, le Skyranger, qui est un drone canadien, pas cher, uniquement pour la surveillance de courte portée. Il est très utilisé sur le front par les Ukrainiens, mais il est malheureusement très vulnérable au brouillage russe. Alors là, vous voyez les drones marins ukrainiens et il y en a de toutes sortes, bien sûr, dont un petit sous-marin. Alors en gros, il y en a quand même que deux qui sont vraiment utilisés. Donc le Magura V5, surtout il y a eu la version V4, maintenant il y a la version V5, et le Sea Baby qui est un énorme drone ukrainien marin. Donc c'est ces deux-là surtout qui ont été utilisés, sachant que le plus sophistiqué c'est celui-là, c'est le dernier, le Magura V5. Alors ce que vous voyez là, c'est la parabole entre guillemets qui permet de se connecter au réseau Starlink. Donc vous voyez, ça c'est les paraboles, la parabole, parabole. Ça permet de se connecter au réseau Starlink. Donc ils sont totalement dépendants de Starlink, ces drones navals, mais en tous les cas, ils ont eu une grande utilité jusqu'au milieu de la guerre, jusqu'à ce que les Russes trouvent le moyen de se débarrasser assez facilement de ces drones marins qui sont relativement lents, même s'ils ont eu une longue portée, mais évidemment ils ne sont pas du tout discrets et très facilement détectables via les drones du type Orion par exemple, mais pas que, les Orlan 10 aussi, ces petits avions de reconnaissance russes, drones plutôt, donc ils sont très facilement repérables et donc on peut facilement les détruire. Alors cela dit, les Ukrainiens ont fait un nouveau drone naval que je n'ai pas ici, qui permet de lancer des petits missiles sol-air. Donc ces derniers sont apparemment assez redoutables puisque les Ukrainiens ont réussi à détruire un Sukhoi 30. Évidemment, c'est un fusil à un coup puisque les Russes maintenant vont faire très attention quant à leur avion de chasse en mer Noire. Et enfin, nous avons le petit drone en fait de fortune qui est utilisé des deux côtés, hein, donc là aussi bien russe que ukrainien. Il a une très faible portée bien sûr, mais il a son efficacité puisque la petite bombe qu'il transporte est en général lancée sur des unités humaines, hein, bien sûr, pas sur des véhicules blindés ou alors des tout petits véhicules blindés ou des voitures, mais pas sur des gros véhicules blindés ni sur des tanks bien sûr, parce que ça ne fait pas assez de dégâts, mais c'est utilisé presque tout le temps sur les hommes, les soldats, c'est là où ça fait le plus de dégâts, et c'est vraiment des drones utilisés des deux côtés. Et pourquoi ces drones sont utilisés des deux côtés? Tout simplement parce qu'ils ne coûtent vraiment pas cher, ils sont rapides à fabriquer et on peut en fabriquer de grandes quantités. Donc là, on va surtout parler des améliorations des drones côté russe, parce que des améliorations de drones côté ukrainien, à part les drones navals qui certes ont été beaucoup améliorés côté ukrainien, mais sinon côté ukrainien en drone aérien, il n'y a pas vraiment d'amélioration. On ne peut pas appeler un ULM transformé en drone comme vraiment une amélioration, car ils sont extrêmement peu utilisés
par les Ukrainiens, même si cela leur a permis d'atteindre des cibles beaucoup plus éloignées, mais ils n'en envoient que quelques-uns, donc ça ne correspond pas à mes critères de sélection, puisqu'on ne parle que d'amélioration majeure permettant d'améliorer massivement des drones, hein, pas juste quelques drones bricolés, parce que c'est du bricolage, hein, l'ULM permettant de devenir un drone sans pilote. Ça, c'est du bricolage qui n'est utilisé, encore une fois, je le répète, que par quelques drones ULM et non pas de manière industrielle. Donc, bref, revenons aux améliorations des drones russes. Et là, on va passer au Geranva, donc le Géranium 2, dont la modernisation a permis de passer le poids de l'ogive de 50 à 90 kg. Donc, vous voyez là le Géranium 2. Et là, l'armature qui était en nid d'abeille côté Shahed 136, c'est-à-dire côté drone iranien, donc ça a été changé par une armature en fibre de verre renforcée de fibre de carbone, ce qui facilite la production en série. Donc c'est une amélioration permettant une industrialisation rapide en phase avec la stratégie de production à bas coût de la Russie. Donc ça a été une grande amélioration. Alors pour information, je rappelle que le Geranva, donc le Géranium 2, peut atteindre une distance de 2000 km et à un coût entre 20 000 et 30 000 dollars. 30 000 dollars pour les toutes dernières versions. Donc, et là, aux toutes dernières nouvelles, les Géranium 2 sont maintenant eux aussi dotés, comme nous allons le voir dans le prochain article. Alors là maintenant, côté drone fibre optique, là on peut voir par exemple dans cet article que les Russes mènent le bal concernant ce type de drone très très important, hein, qui commence à devenir vital sur le champ de bataille, étant donné qu'ils ont plusieurs propriétés extrêmement intéressantes. La plus intéressante est bien sûr qu'ils ne peuvent pas être brouillés, qu'ils ne peuvent pas être détruits, détournés de manière électronique. Donc ça, c'est très très important. Et l'autre avantage de ces drones-là, c'est qu'il y a une qualité d'image absolument excellente, ce qui permet des frappes extrêmement précises jusqu'au dernier moment. Et c'est ça qui est très important, parce que un drone à fibre optique, comme cela permet de frapper très précisément et de manière très très claire, eh bien on peut frapper les zones vulnérables d'un gros véhicule blindé et même d'un tank, sans que ce drone-là puisse être détruit ou détourné par un brouillage électronique. Donc évidemment, ces drones-là font très très peur. C'est l'avenir sur le champ de bataille, mais on va voir, il n'y a pas que les drones à fibre optique qui vont changer la donne, mais aussi les drones avec intelligence artificielle. Alors ça ne veut pas dire que les drones à fibre optique, hein, soient la panacée. En effet, donc déjà un drone à fibre optique, comme vous pouvez le voir ici, ne peut pas faire de virage très serré de peur de s'en mêler avec les hélices et la fibre optique. En plus, évidemment, suivant que le drone peut aller plus ou moins loin, c'est-à-dire une distance de 10 à 20 km pour les meilleurs, eh bien, si le drone peut aller à 20 km, ça veut dire qu'il a une énorme bobine de fibre optique, et donc le drone est plus lourd. Et si le drone est plus lourd, eh bien, ça veut dire que la charge explosive est moins grosse. Donc plus le drone peut aller loin, moins la charge explosive est grosse, bien sûr. Donc évidemment, tout ça est problématique. Sans compter qu'il faut vraiment des dronistes expérimentés, surtout quand le drone part en forêt. Donc là, il faut faire très attention au fil et à tous les autres obstacles possibles et imaginables. Donc en tous les cas, ça demande une très forte formation.
Seuls d'excellents dronistes peuvent utiliser ce type de drone. Surtout que, comme je vous l'ai déjà dit, ça permet d'avoir un visuel extrêmement précis, d'excellente qualité, d'où une frappe extrêmement précise. Donc ça demande une habilité importante du droniste. C'est pour ça que seuls les meilleurs dronistes peuvent utiliser ce type de drone. Selon le journal militaire Breaking Defense, on a, au cœur du projet russe, de construire des essaims de drones autonomes. Ça fait un moment, plus d'un an et demi que je vous en parle. Bon, là, ça paraît dans un grand journal militaire américain, c'est bien. Selon Katerina Bondar du CSIS, la Russie est en passe de disposer d'essaims de drones sans pilote et les États-Unis doivent prendre des mesures pour contrer cette menace. En décembre 2024, des sources militaires ukrainiennes ont révélé aux médias occidentaux que la Russie avait commencé à équiper ses drones d'attaque Shahed 136 d'intelligence artificielle. Selon l'ambassadeur de Kiev auprès de l'Union européenne, Veselod Shentov, cette modernisation a rendu ces drones plus intelligents, mieux à même d'échapper aux défenses aériennes ukrainiennes et d'identifier des cibles de grande valeur comme les infrastructures énergétiques. Ceci est important car les drones de type Shahed, y compris la version russe du Shahed, surnommé Gelan, le Gelan 2, c'est-à-dire le Géranium 2, et des modèles leurres plus simples comme le Gerbera, donc c'est un Gelan 2 mais où il n'y a rien dedans, c'est juste pour servir de leurre, sont devenus les drones de frappe les plus fréquemment utilisés par la Russie pour les attaques quotidiennes contre l'Ukraine et leur utilisation ne cesse de croître. Comme le montre la figure ci-dessous, le nombre de déploiements de ces drones est en constante augmentation depuis leur première utilisation en septembre 2022. Voilà le fameux graphique. Là, on nous dit ces améliorations apportées au Shahed 136 déjà en service constituent un signal d'alarme majeur. La Russie teste et développe activement des capacités de vol en essaim sans pilote. Et ça, c'est le futur de la guerre, hein. Les drones d'essaim dotés d'IA sans pilote, c'est le futur. Parallèlement, les Shahed équipés de capteurs électro-optiques peuvent effectuer des missions d'identification de cibles en temps réel, ouvrant la voie à une nouvelle vague de frappes de drones. En combinant navigation autonome, système de détection de cibles basé sur l'IA et partage de données, la Russie se rapproche du déploiement d'essaims de drones coordonnés et à grande échelle nécessitant une intervention humaine minimale. Alors ils n'en sont pas encore là, mais presque, pas loin. Un autre signe de l'avancée de la Russie dans le domaine de l'IA malgré les sanctions occidentales est apparu en décembre 2024 lorsque le président Vladimir Poutine a annoncé le lancement d'une alliance intelligence artificielle au sein des BRICS. Il a dévoilé le nouveau réseau d'alliance intelligence artificielle, réunissant initialement 20 entreprises de Russie, du Brésil, d'Inde, de Chine, d'Iran et des Émirats arabes unis, une partie d'un groupe plus large de 50 entreprises internationales apparemment prêtes à le rejoindre. C'est énorme comme information. Malgré les interdictions occidentales d'exporter des puces, le secteur russe de l'IA a augmenté ses dépenses en équipement de 40% en 2024, contribuant à une hausse de 10,5% dans la production technologique. Enfin, le 30 décembre, le président Vladimir Poutine a ordonné au gouvernement russe et à la Sberbank, principale institution et investisseur russe dans le développement de l'IA, de collaborer avec la Chine sur la recherche en intelligence artificielle. Et là, on va prendre un site ukrainien, et je répète ukrainien, qui s'appelle TCH, qui nous dit « La Russie teste un nouveau drone IA immunisé contre la guerre électronique. Un expert met en garde contre une menace. Un nouveau drone russe contrôlé par intelligence artificielle, indépendant du GPS et capable de contourner les systèmes de guerre électronique, a été détecté sur le front. Les forces russes déploient de plus en plus sur le front un nouveau type de drone de frappe de modèle inconnu équipé d'intelligence artificielle indépendant des signaux GPS et capable d'échapper aux contre-mesures de guerre électronique. C'est ce qu'a rapporté Sherry
Berchersknov, expert et consultant ukrainien en technologie radio-militaire. Donc là, vous voyez le drone russe. Selon lui, le drone a été détecté pour la première fois et soumis en février 2025. Son utilisation a également été observée dans l'est de l'Ukraine, entièrement assemblé à partir de composants importés. Il est équipé d'une batterie de 34 ampères-heure et peut transporter une ogive de 3 kg jusqu'à 80 km. Donc là, vous voyez le drone en question. Il est très simple. Nous avons enregistré des vols en groupe de 2 à 6 unités, ce qui peut indiquer une solution d'essaim intégrée à bord, a déclaré l'expert. L'autonomie du drone constitue une menace particulière. Il ne peut pas être brouillé par les systèmes de guerre électronique conventionnels et son intelligence artificielle lui permet de détecter les systèmes de défense aérienne et les mesures anti-drones et de les échapper, de s'en échapper. Bien que l'utilisation de ces drones ne soit pas encore répandue, ils sont détectés de plus en plus fréquemment. L'ennemi, donc les Russes, teste clairement des variantes d'application au combat. J'invite nos concepteurs à prêter attention à cette solution déjà existante, a souligné l'expert nommé Flash. Donc c'était très intéressant à voir, surtout d'une source ukrainienne. Toujours une source ukrainienne, on a le site Euromaidan qui nous dit de nouveaux drones russes dotés d'IA surpassent la guerre électronique ukrainienne. Les experts affirment que ce n'est que le début. Je répète, c'est une source ukrainienne, c'est Euromaidan. Les forces russes déploient de plus en plus de nouveaux drones d'attaque de type inconnu, dotés d'intelligence artificielle. Ces drones suscitent des inquiétudes en raison de leur technologie avancée et de leur impact potentiel sur les tactiques de combat, comme on en a déjà parlé précédemment. Donc vous voyez que les Russes ont une avance certaine concernant les drones, que ce soit par fibre optique et d'intelligence artificielle. Bien entendu, les Ukrainiens ont aussi ces mêmes drones, sauf que les Ukrainiens sont un peu moins avancés concernant les drones à fibre optique et beaucoup moins avancés concernant les drones par intelligence artificielle. Donc les Russes ont une avance certaine. Vont-ils garder cette avance? Tout a l'air de l'indiquer, surtout que l'Ukraine s'effondre, bien évidemment. Au bout d'un moment, l'Ukraine manquera de fonds et manquera de parrains parce que, bien évidemment, les Ukrainiens seuls seraient incapables d'être dans la course. Ils ont une aide immense de l'Union européenne et concernant les drones, principalement du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Sans eux, c'en serait fini des drones ukrainiens de haute technologie, bien évidemment. Concernant les drones, on va dire conventionnels, les Ukrainiens savent très bien faire de très bons drones conventionnels. En quantité, ça, il n'y a aucun souci. Bien entendu, encore et toujours avec l'aide des Anglais et des Allemands. C'est vraiment ces deux pays-là qui aident énormément l'Ukraine. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur les drones ukrainiens et russes, ainsi que les dernières évolutions des drones russes. Alors peut-être que les drones dans le futur remplaceront carrément même les avions, comme le prévoyait Elon Musk, où il se moquait du F-35, que les États-Unis n'auraient pas dû mettre tous leurs fonds dans le F-35, mais plutôt dans des drones géants, en remplacement des avions de combat. Donc bon, ça ne se fera pas tout de suite, mais qui sait, d'ici 15 ou 20 ans, étant donné la progression de l'IA, effectivement, à quoi servirait un pilote dans l'avion? Pourquoi pas carrément faire un drone géant qui ressemblerait à un avion? Effectivement, un ordinateur réagit de manière instantanée, peut prendre infiniment plus de paramètres et faire ses calculs sans erreur. Donc, sans compter la rapidité de réaction, bien évidemment, du fait d'une réaction quasi instantanée, qui ferait que le drone serait infiniment plus efficace qu'un avion avec un pilote. Bon, ça c'est si l'IA, évidemment, est vraiment robuste et vraiment efficace.
Mais bon, bref, tout ça, pour l'instant, c'est de la science-fiction. En attendant, voilà ce qu'on pouvait dire sur la guerre des drones. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, et n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela, et toujours, soyez curieux.